Cette histoire est fictive, mais les faits scientifiques sont authentiques. Et comme de nombreux scénarios, tout commence ici, en Californie. Beverly Hills, une ville de rêve baignée de soleil. Sans doute le dernier endroit où l'on s'attend à trouver un tueur antique en quête de proies toutes fraîches. Mais les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières. Et une adresse prestigieuse n'empêchera pas les microbes de rentrer chez vous. Voici Tracy, la troisième épouse d'un producteur hollywoodien. Elle passe le plus clair de son temps à nager, à suivre des cours de yoga, à organiser des soirées ou à faire du shopping. Sa vie lui semble idyllique. Mais il y a un léger problème. Des milliards d'envahisseurs microscopiques perforent peu à peu ses poumons. Et ce sont des ennemis bien connus du genre humain. L'homme combat cette maladie depuis au moins 7000 ans. Les Grecs l'avaient baptisé phtisie. Au XVIIIe siècle, les Européens l'appelaient consomption ou peste blanche. Aujourd'hui, nous disons simplement tuberculose. Nous imaginons les épidémies de tuberculose cantonnées aux pays pauvres et aux populations défavorisées. Pourtant, nul n'est à l'abri. Des infections peuvent se produire n'importe où, chez pratiquement n'importe qui, même chez ceux qui semblent en excellentes conditions physiques. Tracy ne réalise pas qu'elle est infectée, comme bon nombre de victimes de la tuberculose. Elle est la première de son cercle de relations à contracter une nouvelle forme mortelle de la maladie, mais pas la dernière. Et l'un des aspects les plus effrayants de la tuberculose, c'est qu'on peut mettre des mois à repérer une flambée. La maladie peut rester tapie dans l'organisme pendant des décennies. C'est l'une des raisons de son taux d'infection exceptionnel dans le monde. Actuellement, 2 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, sont porteuses du Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, la bactérie de la tuberculose. Et environ 2 millions en meurent chaque année. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on considère à tort que la tuberculose est une maladie du passé. C'est l'infection la plus mortelle dans le monde, mais ça n'émeut personne. Le professeur Lee Reichman est le directeur exécutif du Centre national de la tuberculose à l'école de médecine du New Jersey. Qu'est-ce qui fait les gros titres? Le SRAS, alors qu'il a tué au total 813 personnes. Les fièvres hémorragiques comme Ebola ou Marburg ont fait environ 250 victimes. Et c'est ça dont on parle. Vraiment, ça me dépasse que la tuberculose, qui est totalement évitable et qui pourrait même être curable si quelqu'un le décidait, puisse tuer tant de gens. Jusqu'à récemment, rares étaient ceux qui sous-estimaient les effets mortels et invalidants de la maladie. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, un diagnostic de tuberculose était une condamnation à mort. La maladie ronge l'organisme de l'intérieur, grignotant lentement mais sûrement les tissus vivants. Elle est provoquée par une bactérie infectieuse appelée bacille de Koch. Ces bacilles, invisibles à l'œil nu, ne sont pas plus gros que les virus. En général, on peut les observer avec un bon microscope. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, quand des scientifiques ont réalisé que la tuberculose était causée par la transmission interhumaine de formes de vie bactérienne. Sans médicaments pour tuer ces microbes, les autorités sanitaires du monde entier optaient alors pour une mise en quarantaine radicale des malades. Ils étaient placés en sanatorium, des hôpitaux réservés aux tuberculeux, où ils attendaient des mois, voire des années, de guérir ou de mourir. Leur chance de guérison était de 50%. Comment vit-on cela?
Jacques Grosset, légendaire chercheur spécialisé dans la tuberculose, peut répondre. Pendant ses études de médecine en France, un patient lui a transmis une forme multirésistante de la maladie. Je dirais que c'est un peu comme attraper le sida aujourd'hui. Pour moi, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai pensé que ma vie était terminée. Je suis entré en sanatorium et à l'époque, ça ressemblait à la prison. J'avais 24 ans et le chef de service m'a dit « Votre avenir est derrière vous. Si jamais vous survivez, vous devrez mener une vie tranquille et ne travailler qu'à mi-temps. » À l'époque où j'ai eu la tuberculose en France, il y avait 100 000 cas par an et 50% mouraient. Donc vous n'étiez pas seul. Mais vous étiez extrêmement content si vous en réchappiez. Jacques Grosset a eu de la chance. Après l'ablation des tissus infectés dans ses poumons, la tuberculose n'est pas revenue. Il s'est rétabli et a consacré toute sa vie à guérir la maladie. En 1943, on a cru toucher au but avec la mise au point du premier antibiotique contre la tuberculose. Enfin, la médecine avait une arme pour combattre la peste blanche. Mais la tuberculose est coriace. Si vous l'attaquez avec un antibiotique, elle mute pour développer une résistance aux médicaments. Dans les années 1960, les médecins ont compris que les malades devaient prendre plusieurs médicaments par jour, pendant 6 mois, pour venir à bout d'une infection. Dans les 3 décennies suivantes, les cas ont connu un rapide déclin dans les pays développés. La tuberculose était en voie de disparition, du moins le croyait-on. En fait, les sujets d'études ne manquent pas au centre de recherche John Hopkins sur la tuberculose dans le Maryland, que dirige le docteur Richard Chesson. Quand j'étais étudiant en médecine, on estimait que la tuberculose avait été éradiquée. On savait tout ce qu'il y avait à savoir. On avait les traitements nécessaires pour la soigner. C'était fini. En fait, on avait tort. La tuberculose est encore là. L'année prochaine sera la plus meurtrière de l'histoire. La pandémie de tuberculose s'aggrave. Il n'y a aucun progrès. Ce n'est pas une nouvelle en Inde ou en Afrique, là où la maladie reste un fléau bien connu. Mais dans les pays riches, le retour discret de la tuberculose est passé pratiquement inaperçu. Cette jeune femme n'a aucune raison de soupçonner que la peste blanche est en elle. C'est plus facile de trouver un autre coupable. Il faut que j'arrête de fumer. La tuberculose ne fait pas de discrimination selon le niveau socio-économique, la profession ou l'éducation. N'importe qui peut l'attraper. Il y a une idée préconçue selon laquelle seuls les pauvres et les minorités auraient la tuberculose. C'est totalement faux. Alors, comment une privilégiée de Beverly Hills peut-elle être infectée? Pour le savoir, nous devons la suivre dans ses déplacements quotidiens. La tuberculose a besoin de groupes pour se propager et prospérer. On a moins de chances de l'attraper auprès d'un parfait inconnu qu'auprès d'une personne, disons, atteinte de la grippe. Par exemple, supposons que cette femme rousse ait une infection active dans les poumons. À chaque fois qu'elle rit, chante, tousse ou éternue, des gouttelettes de salive contaminée s'échappent de sa bouche pour se déposer tout autour d'elle. Mais d'ordinaire, il faut des journées entières d'exposition à la tuberculose pour qu'une infection s'installe. Ce n'est pas toujours le cas. Pour des raisons inconnues, certaines personnes sont très sensibles à la maladie. Parfois, quelques heures leur suffisent pour être touchées. Mais dans de telles conditions, en plein air, par une chaude journée ensoleillée, les risques sont faibles. Le soleil tue les bactéries, dans l'air et dans ce café. Seuls 10% des personnes infectées par la tuberculose tombent malades.
Mais c'est un pari risqué car la maladie peut rester dormante dans l'organisme pendant des décennies avant de se réveiller. Sans traitement, on a 50% de chances de mourir. Et ce n'est que pour la tuberculose ordinaire. Aujourd'hui, de nouvelles souches sont apparues sur la planète et les médicaments sont impuissants contre elles. C'est une catastrophe sanitaire mondiale qui nous menace tous. Et cette femme pourrait être le détonateur de la prochaine flambée meurtrière. La tuberculose est une maladie communautaire car elle se propage dans les endroits publics comme les écoles, les hôpitaux et les bureaux. Les bactéries pullulent dans les pièces sombres où l'air stagne. Elles peuvent rester en suspension pendant des heures. Maintenant, elles sont là. La femme l'ignore, mais elle est déjà la proie de ce tueur silencieux. Elle a une tuberculose active, mais pas dans ses poumons. Quand le système immunitaire est affaibli, les macrophages peuvent échouer à maîtriser les bactéries. La tuberculose peut être entraînée par la circulation sanguine jusqu'à d'autres régions du corps. Ces créatures voraces ne sont pas difficiles dans le choix de leur nourriture. Elles peuvent dévorer et détruire n'importe quel tissu ou n'importe quel os pour rester en vie. Je peux pas faire plus de gym. Je vais au yoga parce que le prof est mignon, mais ça me fait rien. Depuis quelque temps, cette actrice a mal au dos. Elle se dit que c'est à cause du yoga et de sa surconsommation de café. Mais la vérité est bien plus inquiétante. Son obsession de la minceur a épuisé son système immunitaire. La tuberculose s'est logée dans sa colonne vertébrale. À mesure que les vertèbres sont rongées par les bacilles de Koch, elles deviennent poreuses, ressemblant plus à des éponges qu'à des os. Au final, ces vertèbres seront trop faibles pour soutenir le haut de son corps. Elles se tasseront. Ces dégâts sont irréversibles. Et si son état n'est pas diagnostiqué rapidement, dans quelques années, la jeune starlette sera bossue. Comment a-t-elle été infectée? Qui est la source de cette flambée? Ce n'est pas Tracy. Le coupable est cet homme. Il se fait appeler Rama et 5 jours par semaine, il enseigne le yoga aux habitants de Beverly Hills. Dans une vie antérieure, Rama était voiturier et son nom était Doug. Une série de stages de yoga en Inde a changé sa vie. Mais tous les changements n'ont pas été positifs. Car quelque part dans cet immense pays, son corps a été envahi par une colonie de Mycobacterium tuberculosis. L'Inde compte plus d'1 milliard d'habitants et ils sont entassés sur une surface qui fait 1/3 de celle des États-Unis. Ici, les conditions de vie favorisent la propagation des maladies communautaires. Ajoutons à cela la situation difficile de la santé publique. Des millions d'Indiens vivent dans la misère sans accès à des soins de base. C'est peut-être pour cela que plus de 40% de la population a la tuberculose. Chaque année, on dénombre 2 millions de nouvelles infections. C'est une véritable course contre la montre. L'Inde compte également 10% des séropositifs de la planète. Et comme nous le verrons, le sida et la tuberculose sont unis par une complicité dévastatrice. Now for the breath of fire. You want to center yourself, short bursts of air through the mouth. Elongate the spine, sit up straight. Les adeptes du yoga affirment que les respirations rapides et régulières peuvent purifier les poumons. Mais en l'occurrence, l'effet est inverse. À chaque fois que Rama pratique le souffle de feu, il expire des bouffées de bactéries infectieuses.
La lumière du soleil et l'aération sont de bonnes protections contre la tuberculose. Mais ni l'une ni l'autre ne parviennent jusqu'à cette salle sombre et étouffante où les bacilles de Koch flottent dans l'air comme de la poussière. D'épaisses parois protègent toutes les cellules bactériennes et celles du Mycobacterium tuberculosis sont encore plus solides que la plupart. Ainsi, il se protège contre le système immunitaire et évite de s'assécher. Il peut ainsi survivre hors du corps et rester infectieux pendant des mois. Après 4 cours par semaine, pendant des semaines, tous ces élèves ont la tuberculose en eux. Et pas n'importe laquelle. À chaque expiration, Rama propage une souche de tuberculose multirésistante. Cette souche, appelée MDR-TB, est une nouvelle forme mortelle d'une vieille maladie. Avant 1944, elle n'existait pas. Elle a été créée par l'homme. C'est le résultat direct d'un comportement inadapté, comme celui de Rama. Quand il était en Inde, Rama a commencé à cracher du sang. Il a consulté un médecin local qui a diagnostiqué une tuberculose et lui a prescrit des antibiotiques. En quelques jours, il s'est senti mieux. Alors, à son retour en Californie, quelques semaines plus tard, s'estimant guéri, il a cessé de prendre ses médicaments alors qu'il lui restait 4 mois de traitement. Mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. En interrompant son traitement avant la fin, il a créé une nouvelle souche de tuberculose multirésistante dans son organisme. Quand un patient ne prend pas les 4 ou 5 antibiotiques dont il a besoin, ou qu'il ne les prend pas pendant 6 mois, les bacilles qui n'ont pas été tués développent une immunité aux médicaments. Pourquoi? Parce que toutes les formes de vie sont programmées pour survivre. Les antibiotiques peuvent éliminer rapidement la plupart des bacilles, mais certains réagissent plus lentement au traitement. Si on cesse de prendre les médicaments avant que tous les bacilles n'aient été tués, les bactéries mutent pour pouvoir résister aux attaques. Pire encore, cette tuberculose multirésistante peut infecter d'autres personnes. Le premier antibiotique, la pénicilline, a été fabriqué en 1929. Depuis, de nombreux autres ont été mis au point pour traiter une foule de maladies dangereuses. Les premières années, la fabrication des nouveaux antibiotiques allait plus vite que le développement de la résistance des bactéries. Tout cela a changé. Aujourd'hui, certains estiment que les micro-organismes ont pris de l'avance et que nos options thérapeutiques sont réduites. Plusieurs infections nosocomiales bénignes sont désormais résistantes à tous les antibiotiques et de dangereux agents pathogènes comme la MDR-TB peuvent défier pratiquement tous les médicaments qu'on utilise contre eux. Les flambées de MDR-TB se sont intensifiées depuis quelques années. L'une des premières s'est produite au début des années 1990 dans une ville qui n'avait rien vu venir, New York. Le cœur économique bouillonnant de l'Amérique. Une ville où les soins de santé sont excellents. Que s'est-il passé? Le docteur Lee Reichman de l'école de médecine du New Jersey était là. Le budget du programme new-yorkais d'éradication de la tuberculose avait été amputé par le gouvernement fédéral qui, dans sa grande sagesse, avait décrété que cette maladie n'était plus un problème et qu'on pouvait utiliser l'argent à d'autres fins. Ils ont donc réduit les programmes destinés à traiter ce type de patients et on a vu une hausse vertigineuse de tuberculose multirésistante. À la fin des années 80 et au début des années 90, 20% des cas de tuberculose à New York étaient multirésistants. C'était une catastrophe majeure. Et ironie du sort, les hôpitaux new-yorkais ont contribué à la propagation de la MDR-TB parmi la population. Sur place, un grand nombre de patients, souvent déjà résistants à certains antibiotiques, passent de longs séjours dans des salles d'isolement à respirer le même air. Beaucoup ont contracté la MDR-TB de cette manière, de même que les médecins, les infirmières et d'autres soignants. Pour les autorités sanitaires mondiales, l'épidémie new-yorkaise était de mauvais augure. Si une souche multirésistante pouvait flamber ici, aucun endroit n'était à l'abri. Après New York, les médecins ont appelé à des mesures drastiques. Ils savaient que la MDR-TB était difficile à soigner. Pour l'éradiquer, il faut stopper la tuberculose classique avant qu'elle ne développe une résistance aux médicaments. Pour cela, il faut s'assurer que les malades suivent bien leur traitement
C'est plus facile à dire qu'à faire. Prendre des médicaments n'est pas un comportement humain normal. Nous ne pouvons donc pas compter sur une prise du traitement volontaire et enthousiaste. Ça n'arrive jamais, nulle part. Les patients rechignent à suivre nos recommandations. Le traitement sous supervision directe est une approche qui s'assure que les malades sont traités et soignés sans qu'on ait à changer leur comportement. Jusqu'à présent, le traitement sous supervision directe, ou DOT, semble être notre meilleur espoir de contrer la tuberculose multirésistante. Les malades doivent prendre leurs médicaments devant un membre du personnel de santé, chaque jour, pendant 6 mois. Pas question de discuter ou de jurer sur l'honneur qu'on le fera. C'est ça, ou la mise en quarantaine. Après la flambée de 1993, les États-Unis ont fait de la stratégie DOT la procédure standard pour la tuberculose. Aujourd'hui, elle est reprise dans le monde entier. La Chine a récemment lancé un programme DOT de grande ampleur pour limiter efficacement la tuberculose dans les provinces rurales. Mais de nombreux pays n'ont pas l'argent ou l'infrastructure nécessaire pour de telles campagnes. Les territoires de l'ex-URSS sont en proie à une crise sanitaire qui menace l'Asie, l'Europe et à terme, le monde entier. L'Union soviétique était un système totalitaire, mais sa réussite était incontestable dans au moins un domaine. Elle possédait des services médicaux bien organisés et généralisés. Mais l'échec du communisme a sonné le glas de son système de santé publique. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, de nombreux médecins et scientifiques sont partis et le financement des hôpitaux s'est tari. Entre 1990 et 1994, l'espérance de vie des hommes est passée de 64 à 57 ans, ce qui place l'ex-URSS en queue de peloton des pays industrialisés. Les prisons russes sont au cœur de l'épidémie. Surpeuplées et sous-financées, elles font office de réservoir pour la tuberculose multirésistante. 10% des prisonniers russes ont une tuberculose active et un quart d'entre eux ont la souche MDR-TB. Dans une cellule russe, pendant l'hiver à Tomsk en Sibérie, les fenêtres sont fermées et il y a 30 ou 40 hommes pour seulement 10 lits. Ils dorment chacun leur tour et les fenêtres ne sont jamais ouvertes parce qu'il fait froid. Ils toussent tous parce qu'ils fument et que c'est très humide. Si l'un d'eux a la tuberculose, au bout d'un an, tous les autres sont infectés. Chaque année, 300 000 détenus sont libérés des prisons russes. Presque tous ont été exposés à la tuberculose, souvent multirésistante. Ce désastre sanitaire a des répercussions mondiales. Inévitablement, certains malades ont quitté la Russie dans l'espoir d'une vie meilleure. Ces émigrés ont été la source de flambées de tuberculose dans le monde entier. Et pour couronner le tout, ce n'est qu'un début. Ce qui n'est pas encore arrivé en Russie, mais qui ne saurait tarder, c'est le sida. Le VIH et le virus de la tuberculose sont un cocktail explosif, et la tuberculose va se propager sur toute la planète. L'humanité aurait pu mettre fin à l'équipée meurtrière de la tuberculose dans le monde. Au lieu de cela, nous l'avons rendue plus forte. Aujourd'hui, elle a uni ses forces avec un nouvel agent pathogène, le VIH, le virus qui provoque le sida. Cette alliance croissante entre un ancien et un nouveau tueur menace des milliards de gens. Et aujourd'hui, ce duo redoutable débarque à Los Angeles. Il y a près de 10 millions d'habitants dans la capitale du cinéma, plus 1 million d'émigrés sans papier et de gens de passage. 19% sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais il y a plus de millionnaires ici que nulle part ailleurs. Si la tuberculose multirésistante frappait ici, tout le monde serait en danger. Mais la tuberculose est particulièrement cruelle avec ceux qui souffrent déjà, notamment ceux qui ont le VIH. La tuberculose est aujourd'hui la première cause de décès chez les séropositifs. Si une souche multirésistante touchait la communauté hollywoodienne, il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne croise un séropositif.
On estime qu'à Los Angeles, 60 000 personnes ont le virus dans le sang. Je t'ai dit qu'on allait finir ce film. Une épidémie de MDR-TB pourrait gagner du terrain lentement et discrètement et passer inaperçue pendant des mois. Libre de se propager parmi des gens surmenés et stressés qui travaillent dans les salles obscures d'Hollywood. Comme ce producteur. Depuis quelque temps, il est l'hôte d'une tuberculose latente. Son stress permanent et sa consommation d'alcool et de cigares ont usé son système immunitaire. L'infection latente prisonnière de ses poumons parvient à briser les tubercules qui la retiennent. Cette masse blanche irrégulière est composée de bactéries et de fragments de macrophages morts. Des bâtonnets de bactéries durcies, les bacilles, sont libérés. Un macrophage tente de les dévorer, en vain. Pire, il se change malgré lui en coursier pour emmener les bacilles encore plus loin dans les poumons. Tandis que les bactéries se reproduisent, ce processus se répète jusqu'à ce que le producteur souffre d'une tuberculose multirésistante déclarée. La maladie va progressivement s'aggraver, mais il est déjà contagieux. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, notamment pour ce monteur. Si la tuberculose est dans l'air, il risque fort de l'attraper. En général, la tuberculose est dormante chez les gens en bonne santé, mais quand leur système immunitaire est affaibli, elle se réveille. Dans le monde, la tuberculose ont conclu un pacte démoniaque pour faucher des gens dans la force de l'âge. En général, leurs victimes ont entre 25 et 44 ans. Quand les lymphocytes sont trop peu nombreux, le système immunitaire est hors service. Les êtres humains ont 1 millier de lymphocytes T par millimètre cube de sang. Quand ce nombre chute en dessous de 200, le corps ne peut combattre une infection. Presque tout peut le tuer. À ce stade, le monteur travaille jour et nuit, usant encore plus son système immunitaire déjà affaibli. Alors qu'il remet à plus tard sa visite chez le médecin, la tuberculose ronge ses poumons. Ces ulcères finiront par se remplir de pus, de sang et de centaines de millions de bactéries. Il aura de plus en plus de mal à respirer. Pendant ce temps, la femme du producteur se décide enfin à consulter un médecin. Mais il ne comprend pas pourquoi elle tousse. La tuberculose n'est pas détectable avec une prise de sang classique. Il faut un test cutané ou une analyse des crachats. Les populations les moins à risque sont diagnostiquées le plus tard parce que les médecins ne pensent jamais à la tuberculose. Ils envisagent tout le reste avant et il se passe des mois avant qu'ils disent « ça pourrait être la tuberculose ». Un immigrant sans abri venu d'Amérique centrale qui prend de la drogue par injection et qui a le sida sera diagnostiqué en une journée parce qu'il présente tous les facteurs de risque. Tôt ou tard, quelqu'un découvrira la vérité et sauvera peut-être la vie de cette jeune femme. Si c'est une tuberculose classique, ce sera simple. Elle n'aura qu'à avaler quelques comprimés peu coûteux pendant 6 mois. Mais si elle est multirésistante, il lui faudra 2 ans de chimiothérapie agressive et toxique, une durée plus longue que pour de nombreux cancers. Ce traitement est cher et son succès n'est pas garanti. Il n'y a que 50% de chances de guérir. L'épidémie croissante de MDR-TB est d'autant plus inquiétante qu'on ne progresse pas contre elle. Les chercheurs font de leur mieux, mais l'argent et les ressources dont ils ont besoin pour fabriquer de nouveaux antibiotiques et des vaccins sont hors de portée. Les laboratoires pharmaceutiques pourraient faire ces investissements, mais ce n'est pas leur priorité. La mise au point d'antibiotiques en général est un secteur qui souffre d'un manque cruel de fonds. De nombreux développements d'antibiotiques ont été faits par des microbiologistes
qui ont eu de la chance. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir de la chance. Pour un laboratoire pharmaceutique, c'est bien plus intéressant de fabriquer un médicament pour l'obésité que pour la tuberculose multirésistante, parce que le marché est plus vaste et plus riche que pour les antibiotiques. En l'absence de nouveaux traitements, il faut avant tout empêcher la propagation de la maladie. Les chercheurs planchent sur un vaccin préventif depuis un siècle, mais pour l'instant, un seul, le BCG, a été inventé en 1921. Beaucoup de pays ne l'utilisent pas car il n'est efficace que chez 5% des vaccinés. Le système immunitaire fonctionne bien dans 90% des cas. Si nous avions un vaccin efficace à 90% contre une maladie infectieuse comme la tuberculose, nous serions fous de joie. On ne pourrait pas faire mieux. Donc le système immunitaire est aussi bon qu'un excellent vaccin. Mais comment améliorer une réaction qui est déjà très bonne? Contrairement à ce qui se passe avec la tuberculose, les défenses de l'organisme sont incapables de lutter contre le VIH. Visé par ce virus, le système immunitaire est détourné, devenant une usine de fabrication virale. Sans traitement, c'est une condamnation à mort quasi certaine. Et c'est la sentence qui a été rendue pour le monteur. Tu iras chez le médecin quand tu auras fini. Au boulot. Il finit par s'effondrer et on l'amène à l'hôpital. Mais c'est trop tard. L'attaque conjointe du VIH et de la MDR-TB a totalement désintégré ses poumons. Il est la première victime d'une épidémie silencieuse qui va bientôt exploser au grand jour. En moyenne, 164 personnes meurent quotidiennement à Los Angeles. La plupart de ces décès ne font pas l'objet d'une enquête. Si le défunt est pauvre et accablé par les problèmes, sa mort n'attire pas les soupçons. Mais quand quelqu'un qui n'est pas un marginal décède, il y a des chances pour que quelqu'un, quelque part, veuille savoir pourquoi. En l'occurrence, la famille du jeune homme demande une autopsie. Quand les résultats tombent, une sonnette d'alarme résonne dans tout le comté de Los Angeles. Elle sera même entendue dans le monde très fermé du show business. Tous ceux qui ont croisé le malade ces derniers mois devront être dépistés, de même que les gens avec lesquels eux-mêmes ont été en contact. Le but, trouver tous ceux qui pourraient être infectés et enrayer la propagation de la maladie. Si cette souche de tuberculose multirésistante a circulé pendant des mois, il pourrait y avoir des centaines d'infections et des dizaines de MDR-TB actives. De nombreux cas seront concentrés dans le milieu du cinéma, car la tuberculose est une maladie communautaire. Tout l'entourage professionnel et personnel du producteur et de sa femme pourrait être touché. Alerté par de terribles migraines et des nausées, le metteur en scène apprend qu'il est malade. Il a une méningite tuberculeuse, une tuberculose du cerveau. Cette maladie n'est pas contagieuse, mais son diagnostic est difficile et ses effets terrifiants. À mesure que les bactéries s'accumulent dans sa matière grise, du fluide cérébral commence à s'écouler. Une légère augmentation de la quantité de fluide dans le crâne peut comprimer le cerveau, provoquant la destruction de certaines zones. Avec 2 ans de chimiothérapie, il pourrait survivre. Et que devient Rama, la source de la flambée? Dès que les autorités sanitaires s'intéressent à lui, il saute dans le premier avion en partance pour l'Inde, afin, dit-il, de se ressourcer spirituellement. Il le sait, bientôt, des enquêteurs seront eux aussi à ses trousses. Mais quelques mois plus tard, il sera rattrapé par la nature. C'était un scénario imaginaire, mais dans la réalité, il y a en permanence des flambées de tuberculose multirésistante.
Et les experts s'accordent à dire que rien ne changera tant que nous n'aurons pas de nouveaux vaccins, de nouveaux médicaments, des traitements plus courts, ou les trois à la fois. Il est scandaleux qu'une maladie qui fait plus de victimes que toutes les autres dépende toujours d'un test de dépistage inventé en 1890. Elle repose sur des médicaments dont le dernier a été mis en circulation à la fin des années 1960. Et sur un vaccin qui ne marche pas. Certains patients ont des bacilles de Koch résistants à tous les antibiotiques. Et pour eux, il faut absolument de nouveaux antibiotiques. Sinon, ils vont mourir. Si nous pouvions traiter les gens avec une dose par jour, ce serait l'idéal. Mais même si nous réussissions à raccourcir le traitement à 2, 3 ou 4 mois, ce serait plus simple que les 6 mois actuels. Les progrès de la recherche sont lents, car les bactéries de la tuberculose se reproduisent à un rythme plus lent que les autres bacilles. Ça leur donne un avantage stratégique. Les expériences sur la tuberculose durent des mois et non quelques jours. Mais contrairement à ce virus, les humains ne peuvent pas prendre leur temps. Nous devons combattre cette maladie avant que sa forme multirésistante ne se renforce encore. Les spécialistes ont une conscience aiguë de l'urgence. Ils craignent que des flambées mondiales de tuberculose multirésistante se profilent à l'horizon. Ils voient se dessiner un avenir où la montée en puissance alimentera le moteur de la tuberculose. Avec un monde où tout le monde voyagera et où personne n'aura la patience de prendre des mois ou des années de traitement pour vaincre la peste blanche, lente et tenace. Un monde où les antibiotiques seront trouvés par hasard, tandis que ceux qui les attendent seront dévorés de l'intérieur. Ce n'est pas un tableau encourageant, mais on peut encore changer la fin de l'histoire. Un effort général pour trouver de nouveaux médicaments contre la MDR-TB et éradiquer la maladie partout où elle se montre pourrait stopper la peste blanche dans son élan. Cela rendrait aussi le monde plus sûr pour le nombre croissant de séropositifs. Mais aucun pays ne peut y parvenir tout seul. Le mantra que nous devons nous répéter quand nous nous réjouissons d'avoir dans notre propre pays un bon programme de contrôle de la tuberculose, c'est que c'est une maladie mondiale et que le seul moyen de la contrôler quelque part, c'est de la contrôler partout.